Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est François Audet. Je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, ici à l'UQAM. Il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir dans nos murs virtuels en attendant qu'on puisse vous accueillir ici à Montréal dans nos murs au centre-ville. On a une activité très intéressante et évidemment très d'actualité aujourd'hui, évidemment, sur cette crise qui touche toute l'humanité, mais surtout particulièrement des défis de la réponse et notamment particulièrement des enjeux de la vaccination. Donc, avant d'entamer officiellement l'entretien que nous avons avec notre invité. Il me fait extrêmement plaisir de recevoir aujourd'hui notre rectrice, Magda Fusaro. Alors bonjour Magda, merci d'être avec nous ce matin. Je te laisse la parole pour le mot d'introduction. Je te remercie beaucoup, cher François. Madame la directrice, Madame de Marais, chers partenaires, chers amis, distingués invités, bonjour et bienvenue, comme l'a dit mon éminent collègue, à l'Université du Québec à Montréal. D'entrée de jeu, je souhaite vraiment le remercier, lui ainsi que toute l'équipe, pardonnez-moi, de l'Institut, d'avoir organisé cet entretien sur un sujet ô combien d'actualité. La vaccination est maintenant le sujet sur toutes les lèvres, j'ose dire sur tous les bras, car les bras sont nombreux à tenter de vacciner la population dans sa vaste majorité, dans sa globalité. Pas plus tard que cette fin de semaine, d'ailleurs, le sujet était également abordé, comme vous le savez, lors du sommet du G7. Si je regarde un petit peu cette situation pandémique, la crise, et celle que nous vivons en fait depuis maintenant pratiquement plus d'un an, nous a permis de découvrir, si tant est que nous puissions l'avoir oublié, mais on ne sait jamais, l'importance des liens humains, l'importance de la coopération et de la solidarité. Et d'ailleurs, il en sera totalement question au cours de la prochaine heure. De manière plus prosaïque toutefois, la pandémie nous aura aussi permis de découvrir quelques avantages, espérons-le. L'un d'entre eux, je crois, demeure l'utilisation de ces technologies, celle-ci en particulier, qui nous permet d'obtenir en temps réel un discours important, une manifestation importante de plusieurs intervenants. D'ailleurs, notre éminente invitée aujourd'hui, Madame Agathe Desmarais, qui est directrice de la revue Économiste, et qui habite Londres, est avec nous. En d'autres temps, on aurait pu le faire, bien évidemment, en studio, vidéo, web, mais pas avec la même flexibilité. Je la remercie grandement d'avoir accepté l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et de pouvoir communiquer sur ces enjeux-là avec François. C'est véritablement un moment de partage que j'ai hâte d'entendre. Un autre élément que je souhaite souligner est le fait que cet événement se déroule entièrement en français. En tant que rectrice de l'une des plus importantes universités francophones en Amérique du Nord, je disais tout à l'heure en plaisantant la plus importante, mais non, nous avons des consoeurs bien sûr, mais je considère fondamental de contribuer avec vigueur à l'avancement et à la diffusion du savoir de la société en langue française. Depuis le début de la pandémie, je tiens à souligner le rôle de l'Institut d'études internationales de Montréal, de ses unités de recherche, dont l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, qui ont été véritablement aux premières loges pour la diffusion des connaissances. Ils ont organisé des événements majeurs, mettant en lumière les enjeux que sont les enjeux diplomatiques, scientifiques, économiques et bien sûr sanitaires de la crise. Je souligne d'ailleurs que dès le 25 février 2020, avant même que l'OMS ne déclare la pandémie mondiale, l'IEIM organisait une conférence intitulée Coronavirus en Chine, la gestion d'une crise de santé mondiale sous la loupe. D'ailleurs, à titre anecdotique, François, vous vous souviendrez que je vous avais invité dès que nous avions déclaré l'urgence sanitaire le 14 ou le 13 en lien avec les consignes gouvernementales, je vous avais invité à une rencontre avec tous les cadres de l'UQAM, la haute direction, tout le monde, pour nous éclairer. Et vous aviez dit, écoutez, ce n'est pas une affaire de quelques semaines. Celles et ceux qui pensent qu'en 2 semaines, tout va être réglé, c'est loin d'être le cas. Bien sûr, la suite vous aura donné amplement raison. Pour l'avoir vécu sur d'autres continents, vous connaissiez bien le phénomène. Je passe les grands enjeux, vous allez en discuter. Je passe également les aspects d'ordre scientifique, mais j'attire l'attention sur le fait que l'UQAM a tiré son épingle du jeu dès le début de la crise en mettant en lumière par le nombre de ses chercheurs les interventions qui ont été les nôtres afin d'éclairer la population.
la prise de décision publique, les relations gouvernementales également, pour mettre de l'avant des expertises, comme je le mentionne, uniques, qui font notre fierté, bien sûr. Je ne peux citer tous les collaborateurs, toutes les chercheuses non plus. Certains d'entre eux et d'entre elles ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire et je tiens à les mentionner très rapidement. Kim Lavoie du département de psychologie co-dirige une étude internationale sur les perceptions et les comportements. Denis Archambault et Steve Bourgault et d'autres chercheurs ont obtenu, du département de chimie, ont obtenu une subvention significative des IRSC, donc les instituts de recherche en santé du Canada, pour développer un nanovaccin contre la COVID-19. L'Observatoire de la consommation responsable avec nos collègues Fabien Durif et tout le groupe de Fabien. J'ajoute également 2 personnes qui ont vraiment été dans les médias de manière constante. Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques, devenu l'une des références en virologie au Québec, et Pascal Brion, professeur de psychologie qui a éclairé les enjeux liés à la résilience et à la santé mentale. Bien sûr, je ne peux pas passer sous silence François Audet. François qui n'a jamais ménagé ses heures, son temps, pour nous à l'interne et à l'externe, pour partager son expertise et généreusement, à toute heure, je tiens à le préciser parce que parfois je le textais, à toute heure de répondre à mes questions. La liste est longue, bien sûr, et je vous prie de m'excuser, chers et chers collègues, que je ne peux citer. Vous avez contribué au rayonnement de l'Université du Québec à Montréal. Et d'ailleurs, la pandémie nous aura appris une autre chose. Rien ne doit être tenu pour acquis. Au cours de ces derniers mois, nous avons vu les changements survenir. J'ose espérer cependant que nous sommes à la toute fin. La multiplication des variants me semble être un bon exemple du fait que nous soyons à la toute fin d'une crise pandémique. Espérons-le, car les changements constants auront mis à rude épreuve, je le crois, la population de l'UQAM. Je me réjouis vraiment de cette discussion, de ce moment de partage. Je suis de celles qui pensent que notre soi-disant normalité n'en est plus une et qu'elle sera modifiée de manière assez radicale, je crois, par les transformations que laissera cette gestion pandémique. Je passe sous silence tout ce qui concerne l'épidémiologie et la vaccination. Nous en écouterons les experts. Je n'en suis pas une. Mais je tiens à réitérer mes remerciements pour l'équipe de l'IEM pour avoir joué un rôle majeur et pour toujours mettre la société et les tendances sociétales au cœur de ses préoccupations. À toutes et tous, un sincère merci et une très belle discussion. Merci, merci beaucoup, Magda, pour d'une part les bons mots, mais particulièrement d'avoir évoqué l'importance de la science, l'importance de la diffusion des connaissances par les chercheurs, par la communauté de scientifiques, oui, de l'UQAM, mais partout sur la planète. Je crois que s'il y a une chose quand même qu'on peut saluer malgré tous les défis, puis on va en parler dans quelques instants, c'est, tu parlais tout à l'heure des enjeux, oui, technologiques, effectivement, qui nous auront permis de transformer nos modèles de coopération et qui va rester. C'est certainement aussi la coopération scientifique et d'avoir mis au point, et on va en discuter encore une fois dans quelques instants, des outils pour lutter contre cette pandémie qui affecte l'ensemble de l'humanité. Ton introduction met bien la table à ce qu'on va discuter, mon invité et moi. Avant d'officiellement la présenter, si vous me permettez, peut-être mettre le petit carré de sable. Hein. Comme vous le savez, la stratégie mondiale de lutte contre la pandémie est basée sur un élément, c'est celui de la vaccination. Magda l'a mentionné. Bon, ce n'est pas un secret pour personne. Néanmoins, c'est important de le remettre en évidence parce qu'évidemment, même si on a vu au courant de ces 12-18 mois, selon quand est commencée la pandémie, où vous soyez, évidemment, ce n'est pas le masque, ce n'est pas les mesures de confinement, c'est pas le lavage de mains qui, évidemment, nous permet de pouvoir anticiper une sortie de crise. C'est véritablement la vaccination. C'est notre outil comme humanité sur lequel on a mis tous nos énergies, tous nos investissements et pour lequel maintenant, et on s'en rend compte plus que jamais, il y a des luttes de pouvoir, il y a de la coopération, certes, mais il y a des luttes de pouvoir, il y a de la géopolitique, même aussi de la vaccination. Alors, on va évidemment en parler dans quelques secondes avec mon invité que je vous présente. Donc,
Madame Agathe Desmarais. Je me permets de faire un petit correctif sur son titre officiel. Donc, elle est directrice des prévisions mondiales à The Economic Intelligence Unit, qu'on voit souvent dans les médias sous l'acronyme EIU en français, où elle dirige donc les prévisions économiques, politiques et géopolitiques mondiales. Évidemment, c'est une unité qui est associée à The Economist, qu'on connaît bien. Alors, elle me mentionnait d'ailleurs, lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer l'entretien, qu'une grande partie de son travail, de son quotidien, elle et son équipe, c'est la lecture de revues de littérature, c'est de mettre à jour les données probantes, de saturer l'information, de colliger tout ça et de nous permettre, à travers leurs publications, de pouvoir comprendre l'état des lieux et éventuellement de faire des projections. Alors, c'est exactement ce que nous allons tenter de discuter. Enfin, nous allons discuter à partir de maintenant. Alors, d'entrée de jeu, donc, Madame Desmarais, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Un grand merci pour votre invitation et un grand merci à Madame la rectrice pour son petit mot de bienvenue. Merci. Alors, écoutez, Madame la rectrice en a justement parlé de ce qui s'est passé là, dans les derniers jours au Royaume-Uni avant d'entamer la conversation, évidemment, sur la vaccination mondiale, même si on y touche directement. On a vu donc au Royaume-Uni, tout près d'où vous êtes assis, le G7 qui s'est organisé, qui s'est planifié sous cet écosystème de gestion de crise et de pandémie. La première question, évidemment, histoire de rentrer dans l'actualité de ce qui se passe, de ce qui s'est discuté ces derniers jours. Quel bilan faites-vous donc des annonces du G7 justement concernant la vaccination mondiale? Alors, je dirais que ce sont des annonces qui étaient attendues, mais ce sont des annonces qui vont être purement symboliques, en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail des annonces qui ont été faites. Donc, les communiqués de presse ont été tout à fait triomphants. 1 milliard de doses de vaccins pour les pays en voie de développement de la part des pays du G7, donc les pays les plus riches du monde. Après, notre analyse chez The Economist Intelligence Unit, c'est un petit peu plus nuancé, je dirais. Alors, je dirais que quand on regarde les choses dans le détail, il y a 3 points, en fait, qui ressortent. Le premier point, c'est que 1 milliard de doses, ça paraît beaucoup, mais en fait, si on estime qu'il faut 2 doses de vaccin pour vacciner quelqu'un, ça fait qu'on va couvrir 500 millions de personnes. Or, l'OMS dit que les besoins pour la vaccination, c'est 5 à 6 milliards de doses. Donc, on est quand même loin du compte. Le deuxième argument pour dire que la situation est probablement beaucoup plus nuancée que les communiqués de presse tout à fait triomphants, c'est que ces annonces restent tout à fait vagues. Quand on regarde le communiqué final, déjà, on ne voit plus 1 milliard de doses. On voit 870 millions de doses. Alors, ça en fait juste une petite différence, c'est 130 millions de doses, me direz-vous, mais ça fait quand même 65 millions de personnes en moins qu'on vaccine, et surtout, ça sème le doute. Et ça m'amène à ma deuxième idée, qui est qu'on peut se demander si ce nouveau milliard de doses, si c'est justement un nouveau milliard de doses ou si c'est du recyclage, parce que c'est un grand talent diplomatique des diplomates de recycler des promesses de dons qui ont déjà été faites par ailleurs. Par exemple, les États-Unis s'étaient engagés par le biais du Quad, qui est une alliance de pays du Pacifique, à fournir des doses de vaccins à des pays d'Asie du Sud-Est. On peut se demander s'il n'y a pas un petit peu du recyclage dans cette annonce de 1 milliard de doses de vaccins ou 870 millions. Et enfin, dans la catégorie flou artistique, on peut également s'interroger sur le calendrier, puisque évidemment, le calendrier n'est pas tout à fait précisé et les modalités de livraison des vaccins, ça va être extrêmement compliqué. Je suis absolument certaine qu'on va discuter au cours de notre entretien des difficultés de production, mais également d'acheminement des vaccins vers les pays en voie de développement. Cela va être difficile, ça va prendre du temps. Et donc, au final, on peut se dire que cette annonce, même si elle est symbolique, même si cela paraît énorme, cela n'aura probablement pas un effet sur le terrain dans les pays en voie de développement si ces vaccins sont un jour livrés, puisque j'en viens à ma conclusion, qui est que j'étais diplomate dans ma vie antérieure en France. Souvent, durant les sommets, on a beaucoup d'engagement, on s'engage à faire des promesses de dons, mais après, quand on regarde ce qu'on appelle des déboursements, souvent, on est plutôt à beaucoup moins que ce qui avait été promis, parfois avec un facteur 10. Et donc, il va falloir attendre pour voir si ces promesses se concrétisent sur le terrain, mais dans tous les cas, même si elles se concrétisent, cela va prendre du temps. Merci. Et évidemment, tout ce que vous venez de dire, et il faut le rappeler, que pourquoi c'est si important de faire cette vaccination mondiale, et même si ça paraît un peu futile, c'est qu'évidemment, tant aussi longtemps que la planète entière, ou enfin une bonne partie de la population, indépendamment des frontières, soit vaccinée, on sera
personne ne sera à l'abri. Alors, c'est cette dimension-là que parfois on oublie lorsqu'on est assis à Londres, à Montréal, à Paris ou à New York, parce qu'on a un sentiment qu'il y a un certain contrôle, que, évidemment, oui, les chiffres sont en baisse, etc. Cela étant, évidemment, la situation n'est pas comme ça partout sur la planète et il y a encore, et c'est ce qu'on va discuter d'ailleurs dans les prochaines minutes. Je voulais quand même le rappeler parce qu'on a tendance à oublier régulièrement ça lorsqu'on regarde notamment nos médias domestiques qui vont souvent que s'interroger, et c'est normal, sur les dimensions domestiques où justement ces enjeux d'équité vaccinale ont relativement été bien respectés. On l'a vu au Canada, je sais aussi que c'est le cas en Europe, hein, où on a priorisé à travers la santé publique certains groupes au lieu d'autres, et donc des groupes plus vulnérables, à prioriser les gens du personnel de santé, des communautés socio-économiques particulières, etc. Ce qui m'amène à voir cette deuxième question-là sur les enjeux justement de la fameuse initiative COVAX auquel on a parlé, hein, qui est cette plateforme multilatérale de vaccination, parce que votre réponse m'amène donc à réfléchir, à savoir si, que ce soit des nouvelles doses ou non, on peut imaginer que ce sera probablement un peu des deux, il y en aura plus éventuellement. Est-ce qu'on peut espérer que l'initiative COVAX bénéficiera du soutien du G7? Et ça, lorsqu'on parle d'équité vaccinale mondiale, c'est une prérogative. Alors, on peut l'espérer, mais notre analyse chez The Economist Intelligence Unit, c'est probablement pas. En fait, je dirais que COVAX est une belle initiative en soi. Hein. C'est une magnifique idée, puisque l'idée, pour nos auditeurs aujourd'hui, l'idée de COVAX, c'est en fait une organisation sponsorisée par l'Organisation mondiale de la santé qui vise à fournir aux pays en voie de développement des doses de vaccins afin que tout le monde sur la planète soit vacciné. Et la principale raison pour laquelle c'est extrêmement important que tout le monde soit vacciné, c'est que tant que la pandémie galope, tant que le coronavirus, tant qu'il continue à y avoir des cas dans un seul pays, en fait, cela va favoriser l'émergence de nouveaux variants de la pandémie. On a vu les nouveaux variants, par exemple, le variant qui a été détecté pour la première fois en Inde, le fameux variant Delta. On voit qu'il peut-être peut échapper au vaccin. Et c'est extrêmement important dans ce cadre de se dire qu'il faut protéger les gens pour empêcher l'émergence des nouveaux variants qui vont être plus ou moins résistants au vaccin. Donc, c'est extrêmement important. L'initiative COVAX visait à remplir cet objectif. Maintenant, quand on regarde dans le détail, pour l'instant, COVAX, je dirais que les résultats ont été relativement décevants. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, c'est plutôt une question de production des vaccins, puisque au niveau de la production de vaccins, pour l'instant, ça bloque. En fait, je vais donner quelques statistiques. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. Environ 10 milliards de vaccins devraient être produits cette année dans le monde. C'est absolument extraordinaire quand on y réfléchit. Il y a un an, on n'avait pas de vaccin contre le coronavirus. La pandémie commençait tout juste. Il y a encore un certain nombre de maladies contre lesquelles on n'a pas de vaccin. Donc, c'est une prouesse absolue. On voit qu'à l'heure actuelle, il y a eu 2,4 milliards de vaccins qui ont été administrés, 2,4 milliards de doses de vaccins qui ont été administrées. Donc, ça aussi, c'est une prouesse. C'est tout à fait impressionnant. Cependant, ce qu'on voit, c'est une véritable inéquité, et j'en viens aux mauvaises nouvelles. Quand on regarde les statistiques, en fait, dans les pays en voie de développement, seul 0,8% de la population a reçu une première dose de vaccin. 90% des pays africains pensent qu'ils n'arriveront pas à immuniser 10% de leur population d'ici la fin de l'année. Donc, on a quand même une véritable inéquité dans l'accès aux vaccins entre les pays riches et les pays pauvres. Donc COVAX visait à remédier à cela. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, pour l'instant, COVAX devait livrer des centaines de millions de doses. COVAX en a livré 85 millions de doses au jour d'aujourd'hui, donc c'est très peu. COVAX va couvrir environ 20% de la population des pays éligibles. Cela pose évidemment la question de ce que vont faire les 80% restants. Et enfin, quand on regarde les documents de COVAX, le calendrier de COVAX va glisser. C'est ce qu'on voit dans les documents. Ce n'est pas un calendrier contractuel. Ils le disent bien eux-mêmes. Donc, ça donne assez peu d'espoir pour se dire que COVAX va réussir à avoir un réel impact sur le terrain. Et en fait, quand on fait un petit peu de prospective, on peut se dire que la question de la production de vaccins va petit à petit être résorbée. On en avait discuté lors de nos échanges préparatoires, peut-être d'ici la fin de cette année. Dans les pays développés, en tout cas, on voit que la question de la production n'est plus vraiment le point bloquant. Par exemple, aux États-Unis, actuellement, il y a un plateau. Ce n'est pas qu'il n'y a plus assez de vaccins, c'est que la demande
de la population pour des vaccins s'affaiblit. Donc, petit à petit, la question de la production ne va plus devenir un point bloquant, mais en revanche, il va y avoir la question de comment acheminer les doses vers les pays en voie de développement, comment les financer. Et ça va être extrêmement difficile. Et quelque part, en conclusion pour cette question, développer un vaccin a été difficile. On a fait une prouesse scientifique et technologique pour développer un vaccin d'un temps record. Ensuite, commencer à le produire en quantité suffisante, c'était également difficile. Mais maintenant, le distribuer, quelque part, ça va peut-être être le plus grand défi pour les années à venir. Et on parle vraiment d'années à venir, avec le risque que certains pays en voie de développement perdent la motivation de vacciner leur population et que donc ça favorise l'émergence de nouveaux variants et que cela nous ramène au point de départ. Écoutez, c'est en complémentarité à ça, je crois que, je dirais, à l'opposé de l'équité vaccinale, c'est évidemment le nationalisme vaccinal, c'est la diplomatie du vaccin. On l'a vu dès le départ et le Canada en particulier a été, je dirais pas agressif, mais a été très proactif dans l'établissement d'ententes, comme plusieurs pays riches d'ailleurs, pour sécuriser la vaccination de sa propre population. Et donc, si COVAX bat de l'aile, si COVAX n'atteint pas ses objectifs tels qu'on l'espère, parce qu'on a parlé d'espoir dans la question, à ce moment-là, l'autre avenue, c'est évidemment les enjeux de la géopolitique de la vaccination. Et on l'a vu d'ailleurs lors du G7, à quel point le G7 s'est positionné un peu en antagonisme ou en rivalité avec le tandem Russie-Chine, qui semble avoir, lui, enfin, il n'y a pas attendu de négociation internationale. Ce tandem, donc, la Chine et la Russie se sont mis très proactivement à distribuer le vaccin, leurs vaccins, leurs différents vaccins un peu partout sur la planète. Alors, je voudrais peut-être vous entendre rapidement sur cette géopolitique du vaccin-là. Alors, si on n'est pas capable d'en arriver à une entente de collaboration, de coopération à travers COVAX ou d'une plateforme d'équité vaccinale dans le monde, ce qui est évidemment, je dirais, irréaliste dans l'état des lieux actuel, qu'est-ce qu'on peut voir poindre dans la géopolitique de la vaccination, étant donné ce qu'on a comme portrait, notamment de l'influence de la Chine et de la Russie dans certaines grandes régions du monde, que ce soit en Afrique notamment ou en Amérique latine? Oui, tout à fait. Alors, je crois que vous avez très bien posé les termes du débat. En fait, compte tenu de la situation et du ressentiment, je dirais, dans un certain nombre de pays en voie de développement à l'égard des pays riches qui sont vus comme contrôlant l'approvisionnement en vaccins, quelque part, on ouvre un boulevard à la Russie et la Chine pour faire ce qu'on appelle la diplomatie vaccinale, c'est-à-dire envoyer des doses de vaccins dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, afin de construire leur influence dans ces pays. Alors, si on regarde en fait les objectifs de la Russie et de la Chine par le biais de cette diplomatie vaccinale, je dirais qu'ils sont au nombre de 3. Le premier objectif, c'est de compter sur la scène internationale. Vraiment, mais ça a été un objectif de longue date, à la fois pour la Russie et pour la Chine, d'être une superpuissance, de compter sur la scène internationale et, si possible, de rivaliser avec les États-Unis ou l'Union européenne ou le Canada. Donc ça, c'est le premier objectif et je dirais que la Russie et la Chine y arrivent très bien puisque nous sommes aujourd'hui en train de discuter, vous et moi, dans un événement de la diplomatie vaccinale de la Russie et de la Chine. Donc, quelque part, ça a l'air de fonctionner. Également, ça fonctionne à coup de grands communiqués de presse, même si des fois, en fait, ce ne sont que quelques milliers de doses qui sont acheminées vers les pays en voie de développement. J'y reviendrai. La deuxième stratégie en fait, de la Russie et de la Chine, c'est d'augmenter leur influence dans les pays en voie de développement. Et en fait, je crois que, comme vous le disiez, quand on est assis à Montréal, à Londres ou à Paris, il y a probablement une donnée qu'on oublie, c'est vraiment le ressentiment dans les pays émergents à l'égard des pays développés qui sont vus comme gardant tous les vaccins pour eux, si je résume un petit peu, si je caricature. Et dans ce cadre, la Russie et la Chine sont ravis en fait de venir et de dire, écoutez, vous avez des problèmes d'approvisionnement en vaccins, aucun problème, nous on peut vous aider. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en Bolivie, pour prendre un exemple. La Bolivie n'arrivait pas à obtenir de vaccins des fabricants occidentaux, ça coûtait trop cher, cela prenait trop de temps, il n'y avait pas de disponibilité immédiate, aucun problème, la Russie est arrivée. En revanche, le lendemain, la Bolivie a reçu un coup de téléphone de Moscou pour discuter de projets de centrales nucléaires et d'accès aux terres rares. Donc ça, c'est le deuxième objectif, c'est vraiment d'accroître leur influence dans les pays émergents. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la population d'un certain nombre de pays en voie de développement qui vont recevoir des vaccins russes et chinois va être réellement ravie, contente d'avoir reçu ces vaccins.
Et le troisième objectif de la Russie et de la Chine, c'est de s'illustrer comme des fournisseurs fiables de vaccins contre le coronavirus. Puisque là, alors, j'imagine qu'on va en rediscuter. La question qui taraude les chercheurs, c'est est-ce que la pandémie va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que là, pour l'instant, c'est pandémique? Est-ce que ça va devenir endémique? Le scénario vers lequel on semble s'acheminer, c'est que la pandémie ne s'arrêtera probablement pas, peut-être jamais, et qu'on va en fait aboutir à une situation où chaque année ou tous les 2 ans, on a des rappels de vaccins, des boosters de vaccins pour en fait accroître notre immunité dans les pays riches, puisque dans les pays en voie de développement, cela paraît un petit peu moins réaliste. Et la Russie et la Chine souhaitent s'illustrer en fait comme des fournisseurs de vaccins fiables pour réaliser ces rappels. Donc, la Russie et la Chine, voilà leurs objectifs. Quand on regarde les régions dans lesquelles ces pays investissent plus particulièrement, je dirais que ça donne des informations très intéressantes quant à leur stratégie également, puisqu'il y a 3 régions principalement où la Russie et la Chine déploient leur diplomatie vaccinale. La première région, c'est l'Amérique latine. Là, c'est extrêmement intéressant puisque c'est une région où, de façon comparative, la Russie et la Chine étaient un petit peu moins présentes que dans d'autres régions auparavant. Et par ailleurs, c'est traditionnellement ce qui est considéré comme une sphère d'influence des États-Unis. Et donc, avec une stratégie à moindre coût, puisqu'il ne faut pas oublier que la Russie et la Chine se font dans beaucoup de cas payer pour livrer leurs vaccins, la Russie et la Chine accroissent leur influence dans des pays comme le Mexique, l'Argentine ou le Brésil. La deuxième région dans laquelle la Russie et la Chine investissent, c'est les Balkans. Et là, ce serait plutôt la sphère d'influence de l'Union européenne. On retrouve un petit peu cette stratégie, en fait, de se confronter, de venir en compétition avec les superpuissances. Et la troisième région, c'est l'Asie, où à la fois la Chine et la Russie, puisque ce sont toutes les deux des pays asiatiques, en fait, cherchent à obtenir des faveurs de leurs voisins et espèrent à terme que les pays qui vont recevoir des vaccins vont être, par exemple, plus ouverts afin de voter aux Nations Unies en faveur de résolutions qui, par hasard, sont favorables aux intérêts de la Russie et de la Chine, ou vont être plus ouverts à des projets d'investissement, etc., etc. Donc, cela laisse la question de où sont les puissances occidentales dans ce jeu de la diplomatie vaccinale. Et en fait, on peut dire que là, toutes les annonces qu'on a vues récemment, du G7 notamment, cela traduit la peur, je dirais réellement la peur, des pays du G7 de s'être fait dépasser par la Russie et la Chine et d'avoir perdu la bataille médiatique, puisque je dirais qu'en tout cas, dans la partie médiatique, la partie a été gagnée par la Russie et la Chine, les dommages sont faits et il sera très, très difficile pour les pays développés, en fait, d'éviter les dommages réputationnels. Ces dommages ont été faits et ça sera très difficile de s'en remettre probablement. Ouais. Ce qui est un peu paradoxal parce que, et là, j'attends vos lumières, les données qu'on a, c'est que oui, le vaccin russe, par exemple, semble être très utilisé à l'extérieur de la Russie. Par contre, en Russie et peut-être en Chine, j'aimerais vous entendre là-dessus, la vaccination domestique n'est pas au beau fixe. Il y a même un sentiment de méfiance, notamment en Russie, sur le fameux vaccin Sputnik. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a la même vision des choses sur la Russie et la Chine. La politique de vaccination domestique dans ces deux pays est rapide, mais elle pourrait probablement l'être un petit peu plus. Alors après, les raisons sont probablement différentes pour chacun des deux pays. En fait, la Chine a quand même 1,4 milliard de personnes à vacciner, donc ça fait 2,8 milliards de doses à administrer. Pour l'instant, la Chine en a quand même administré 900 millions de doses, ce qui la place au premier rang mondial. Les États-Unis, qui sont deuxième, sont à 300 millions de doses. La Chine pourrait probablement aller un petit peu plus vite, même beaucoup plus vite, mais en fait, la Chine a pris la décision, a adopté une stratégie qui est qu'à peu près la moitié des doses qui sont produites sont dédiées au marché domestique et à peu près l'autre moitié sont dédiées à l'exportation dans le cadre de ce qu'on discute de cette stratégie vaccinale. Et en fait, la raison à cela, c'est que la Chine ne voit pas la vaccination comme une priorité absolue, puisque la Chine, en fait, a été le premier pays dans le monde à réellement parvenir à contenir la pandémie après avoir pris des décisions drastiques. C'était au mois de mars l'an dernier, il y a plus d'un an déjà. Mais aujourd'hui, en fait, les cas de coronavirus en Chine sont tout à fait sporadiques et donc les autorités chinoises ne considèrent pas la vaccination comme une priorité absolue. Évidemment, cela pourrait changer, notamment si la Chine faisait face à une flambée d'épidémie. Après, la question de la Russie, alors la Russie, c'est un petit peu différent. Ayant moi-même vécu pendant 5 ans en Russie, j'ai beaucoup appris de mes conversations avec les amis russes. Je dirais en fait qu'il y a une grande méfiance de la part de la population vis-à-vis de la vaccination. Quand on regarde, en fait, environ 11% de la population est totalement vaccinée, c'est-à-dire a reçu 2 doses de vaccin, Sputnik, en Russie. Donc, c'est peu. Et en fait, c'est notamment dû
à cette hésitation vaccinale où une grande partie de la population russe préférerait avoir accès à des vaccins occidentaux, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Et après, un autre facteur, c'est que la Russie fait face en fait à des difficultés de production de la deuxième dose de vaccin, puisque le vaccin Sputnik, la première et la deuxième dose, sans rentrer dans les détails scientifiques, ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils utilisent la même technique, mais pas tout à fait la même composition. Et la Russie fait face à des difficultés pour produire cette deuxième dose, ce qui, évidemment, pose la question de retard pour la campagne de vaccination domestique, mais également les exportations. Et là, en fait, on en arrive à un risque qui est qu'un pays comme la Russie pourrait trop promettre aux pays qui vont acheter du vaccin Sputnik V et avoir des difficultés à les livrer sur le terrain. Juste faire une petite parenthèse pour le public. Donc, j'ai oublié de mentionner au départ, si vous avez des questions, on aura probablement le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, je vous invite à les envoyer là, dans la bande de questions où l'équipe de l'Institut se fera un plaisir de me les acheminer. En fait, je voudrais peut-être revenir donc, sur cet élément-là de la réponse vaccinale mondiale. Donc, si on fait abstraction là, de cette géopolitique qu'on vient de discuter et qui, évidemment, bon, en conclusion, on pourrait dire qu'il y a encore des gros défis, hein, pour le résumer simplement, dans un consensus sur les processus de vaccination mondiale. Si on revient à des enjeux pragmatiques ou logistiques, vous en avez déjà mentionné quelques-uns tout à l'heure, mais j'aimerais vous entendre quand même sur le réalisme de la vaccination mondiale. Donc, dans les faits, si demain, il y avait une volonté politique ouverte complète de vacciner la population mondiale, on serait quand même face à des défis logistiques majeurs. Et j'aimerais vous entendre sur ces défis dans la livraison et la vaccination sur la planète entière qui dépassent évidemment largement les capacités logistiques, par exemple, des pays occidentaux. Oui, tout à fait. Alors, si on se place dans un scénario où on dit que la production n'est plus un problème, et j'imagine qu'on va discuter, vous et moi, de la question de la levée des brevets, bonne idée, mauvaise idée pour les vaccins, mais en admettant que la production ne soit plus un point bloquant du tout, on ait des centaines, peut-être des milliers d'usines qui produisent des vaccins contre le coronavirus à travers le monde en quantité phénoménale, on aurait quand même toujours un certain nombre de problèmes, je dirais 5 grands problèmes pour vacciner le monde entier. Le premier problème, c'est vraiment celui de la distribution des vaccins du point de vue logistique. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est en fait acheminer les vaccins entre les usines et les personnes à vacciner. Et cela pour 2 raisons principales. La première raison, c'est la question du transport, puisque d'habitude, en fait, jusqu'à il y a quelques mois, les vaccins, on les acheminait par avion. Mais c'était des avions de passagers, puisqu'en fait, on ne voulait pas que ça parte par avion cargo, c'était des avions de passagers. Mais là, actuellement, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même très peu d'avions de passagers qui circulent actuellement, puisque les voyages ont été très nettement réduits. Nous parlons par Zoom aujourd'hui, malheureusement. J'aimerais beaucoup être à Montréal, mais il y a très peu d'avions qui volent. Donc ça, c'est un premier problème, tout à fait pratique. Le deuxième problème, c'est la chaîne du froid. En fait, dans un certain nombre de pays en voie de développement, un certain nombre de ces pays souhaitaient utiliser en fait la chaîne du froid des crèmes glacées pour acheminer les vaccins. Sauf que pour certains vaccins qui requièrent des températures extrêmement basses, par en fait des vaccins à ARN messager, donc Pfizer, Moderna, ça ne va pas suffire. La chaîne du froid pour les crèmes glacées. Et donc, cela complique énormément la logistique. Et en fait, on a vu des pays comme le Kyrgyzstan et le Nicaragua dire, écoutez, on aimerait beaucoup recevoir des vaccins, c'était des vaccins COVAX Pfizer, mais en fait, on n'a pas la chaîne du froid nécessaire, on n'a pas les frigos, on n'a pas les camions, on ne saurait pas comment faire, on va les gaspiller, donc on préfère les refuser. Et on a vu des pays en voie de développement, je citais le Kyrgyzstan et le Nicaragua, qui ont refusé ces vaccins. Donc le premier aspect, c'est vraiment la logistique pure et dure, vraiment les avions et les camions. Le deuxième aspect, c'est d'avoir assez de personnel de santé pour administrer ces vaccins. Puisque avoir des vaccins, c'est bien beau, mais il faut également avoir des médecins ou des infirmières ou des aides-soignants pour administrer ces vaccins. Et on voit que dans un certain nombre de pays, et pas que des pays en voie de développement, c'est par exemple le cas au Japon, on voit que en fait, c'est un point bloquant. Et à nouveau, ça fait glisser le calendrier un peu plus, puisque à chaque fois qu'on a un point bloquant, qu'on a un goulet d'étranglement, ça fait glisser le calendrier un peu plus. Donc, on a vraiment cette question, en fait, du nombre de personnels soignants qui va être en mesure d'administrer les vaccins. Un troisième point est la question du financement.
évidemment, particulièrement importante dans les pays en voie de développement. Dans les pays riches, c'est beaucoup moins un problème, je dirais, puisque les vaccins sont quand même chers. Ils coûtent quelques dizaines de dollars le plus souvent. Et pour un pays en voie de développement, cela fait quand même une certaine somme. Donc, c'est le troisième paramètre. Le quatrième paramètre, l'hésitation vaccinale, qui existe à la fois dans les pays développés. On pense par exemple à la France, qui est souvent citée en exemple du pays où l'hésitation vaccinale est la plus forte. Environ 30% de la population française ne souhaite pas se faire vacciner. Mais c'est également une problématique qu'on retrouve dans un certain nombre de pays émergents, comme l'Ukraine ou l'Argentine, par exemple, et dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et enfin, je dirais les facteurs locaux, les spécificités de chaque pays. On avait vu par exemple le gouvernement tanzanien dire qu'il n'y aurait pas de campagne de vaccination. Le gouvernement tanzanien a finalement changé son fusil d'épaule. Il y aura des vaccins en Tanzanie. Mais à une époque, on voyait le gouvernement en Tanzanie indiquer que la meilleure marche à suivre pour soigner le coronavirus, c'était en fait une décoction de lait de chèvre, si je ne me trompe pas. Donc il y a tous ces facteurs locaux qui sont des problèmes pragmatiques pour la vaccination. Et en fait, si on réfléchit, réellement, on a des vaccins, par exemple, contre la polio ou la tuberculose depuis des décennies. Est-ce que cela signifie que tout le monde à travers la planète est vacciné ? Non, certainement pas. Et donc, il y a peu d'espoir qu'un jour, toute la planète soit vaccinée contre le coronavirus. Et dans certains pays, je pense par exemple, j'ai été longtemps basée à Beyrouth, je couvrais la Syrie, par exemple, dans des pays comme la Syrie ou le Yémen. Est-ce que la vaccination contre le coronavirus dans des pays en guerre, qui sont ravagés par la guerre, où la population a simplement peur de recevoir un missile, en fait, chaque jour, est-ce que c'est une priorité de se vacciner contre le coronavirus ? Ce n'est pas certain. Et donc, un certain nombre de pays va probablement faire le choix de repousser la vaccination, ou simplement de dire, écoutez, ce n'est pas pour moi, j'ai d'autres priorités et d'autres problèmes beaucoup plus urgents à régler. Oui, voire même littéralement d'empêcher une partie de la population d'être vaccinée parce qu'ils ne sont pas, ils font partie de l'ennemi. Justement, peut-être un élément, d'ailleurs, c'était une des questions qu'on vient de recevoir du public, mais je me permets de la poser. C'était d'ailleurs prévu dans notre entretien. Vous y avez fait mention, c'est les enjeux de brevet, justement. Donc, une des étapes qu'on voyait comme étant une ouverture possible sur cette distribution-là ou cet enjeu d'équité là est lié en fait à l'approche de l'ouverture des brevets de la vaccination. Alors, on peut se poser la question, et on se l'est posé ici, en tout cas au Canada, au Québec, ça a été l'objet de plusieurs médias ont voulu essayer de comprendre ce que ça voulait dire. On vous a d'ailleurs entendu dans les derniers mois là-dessus, et peut-être que les choses ont changé maintenant qu'on en est rendu un peu plus près justement de cette vaccination, à tout le moins dans les pays occidentaux. Est-ce que c'est une fausse bonne idée, l'ouverture des brevets, ou est-ce même encore réaliste étant donné la complexité de la production, la complexité même des enjeux juridiques derrière la production de vaccins comme Pfizer ou d'autres types de vaccins? Alors, je dirais qu'il y a deux façons en fait, de regarder la question de la levée potentielle des droits de brevet sur les vaccins contre le coronavirus. Il y a à la fois regarder ce que ça va avoir un effet à court terme, puisqu'on est dans une pandémie, donc l'urgence est de vacciner, et quels effets est-ce que ça va avoir, positifs ou négatifs, à long terme. Donc, quand on commence par regarder à court terme, en fait, alors déjà, il n'y aura probablement pas de vote pour la levée des droits de brevet pour les vaccins contre le coronavirus avant décembre de cette année. C'est ce que disent en fait tous les experts de l'OMS. Donc déjà, pas avant décembre. Ensuite, il y a la question des transferts de technologie, en faisant l'hypothèse que la levée des droits de brevet est décidée, c'est formidable, il y a un vote à l'OMS, plus en fait de droits de brevet pour les vaccins contre le coronavirus. Il y a la question des transferts de technologie qui vont être extrêmement difficiles et qui vont prendre beaucoup de temps. Les experts estiment que ça prendrait minimum 6 mois, parce que en fait, fabriquer des vaccins, c'est à la fois de la cuisine et de la science. C'est-à-dire qu'on a une recette de cuisine, il faut suivre un certain nombre d'étapes, mais il y a également, en fait, une partie de la connaissance, je dirais, qui n'est pas dans les recettes de cuisine, comme tous les bons chefs d'ailleurs en cuisine. Et c'est extrêmement difficile de transmettre ce savoir, de transmettre ces technologies, et cela prendrait beaucoup de temps. Donc ça, c'est un autre problème. Après, il y a la question de la main-d'œuvre, puisque là, actuellement, en fait, l'industrie pharmaceutique fait face à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée pour produire des vaccins.
Donc, sauf à former des centaines de milliers d'ingénieurs, peut-être des milliers d'ingénieurs dans des délais extrêmement courts, mais on sait que former un ingénieur, ça prend beaucoup de temps, surtout pour fabriquer des produits comme les vaccins qui requièrent énormément de connaissances. Donc, on va également faire face à ce type de problème. Et enfin, même si on dépassait tous ces obstacles et qu'on construisait des usines pour fabriquer des vaccins, les usines de vaccins mettent environ 6 mois avant d'atteindre leur pleine capacité de production une fois qu'elles commencent. À nouveau, pour cette question de recette de cuisine, en fait. Vous pouvez avoir une cuve de vaccin qui est très productive et à côté d'elle, la même recette, mais ça ne marche pas. Et donc, ça prendrait 6 mois supplémentaires. En fait, quand on ajoute tout ça, on arrive en fait à un effet à court terme, au mieux début 2023. Donc, ce qui est certain, c'est que la levée des droits de brevet, si elle a lieu, n'aurait probablement pas un effet sur le terrain avant début 2023. Donc, quelque part, on a raté le coche. Là, les vaccins, il y en a besoin maintenant dans les pays en voie de développement. Après, il y a la question à long terme des effets potentiels de la levée des droits de brevet. Alors, je sais que c'est un sujet très, très controversé. Donc, il y a deux idées, en fait, qui sont, à mon sens, très importantes. Il y a la question de l'investissement. Est-ce que les entreprises pharmaceutiques vont continuer à avoir, en fait, l'envie d'investir dans des vaccins s'il y a cette levée de droits de brevet? Alors, évidemment, les industries pharmaceutiques ont souvent mauvaise réputation. Elles ont touché beaucoup d'argent de la part de beaucoup de gouvernements pour développer les vaccins contre le coronavirus, mais on a besoin de ces industries pharmaceutiques pour continuer à développer des médicaments, continuer à développer des vaccins pour la prochaine pandémie. Et donc, est-ce le bon moment pour, en fait, commencer une dispute avec l'industrie pharmaceutique? Et le deuxième point, qui à mon sens est très important, puisqu'on a abordé, vous et moi, la question de l'hésitation vaccinale, c'est la question de la qualité des vaccins qui pourraient être produits un petit peu partout dans le monde, avec quel contrôle, avec quelle garantie de sécurité. On a vu que même des vaccins produits aux États-Unis, qui avaient été ensuite exportés vers l'Afrique du Sud, ont dû être rejetés, 2 millions de doses, puisque en fait, il y a eu un problème au niveau de la fabrication. Donc, dans certains pays, quelle serait la qualité de ces vaccins? Qui la contrôlerait? Et est-ce que cela n'alimenterait pas le scepticisme d'une partie de la population à l'égard de la vaccination? Donc, en conclusion, la levée des droits de brevet, je dirais que ça pose plus de questions qu'autre chose, mais qu'il faut quand même, à mon sens, s'interroger sur les effets que cela aurait à long terme et à nouveau pour combattre la prochaine pandémie. Ben voilà, effectivement. Alors, si ce n'est pas pour cette crise maintenant, cette pandémie maintenant, il y a quand même, à mon sens, un intérêt que des grandes régions du monde puissent avoir une autonomie dans la production vaccinale. Et on l'a même vu par rapport au Canada, par exemple, où le Canada, malgré toutes ses forces, dépend en fait d'accords commerciaux avec des compagnies pharmaceutiques étrangères. Je m'en voudrais de vous avoir avec moi sans qu'on parle justement du Canada. Peut-être une petite parenthèse sur votre vision des choses. En fait, vous êtes dans une position privilégiée où vous voyez quotidiennement des données, des indicateurs de succès, des défis sur cette gestion de crise-là. Comment voyez-vous le Canada? Comment le Canada se positionne-t-il justement en matière de gestion de crise et dans sa stratégie de vaccination? Je dirais que c'est la partie la plus complexe de notre entretien. J'ai bien conscience que je parle à un auditoire canadien depuis Londres. Alors, je dirais qu'il y a 3 aspects pour votre question qu'on peut traiter. La question de comment est-ce que le Canada a géré la crise du coronavirus, en fait, d'un point de vue de santé publique. La deuxième question, puisque c'est le sujet qui nous passionne aujourd'hui, c'est la vaccination. Où en est le Canada par rapport à la vaccination? Et le troisième sujet, il me semble qu'on a abordé aujourd'hui, c'est celui de la diplomatie vaccinale. Alors, je vais commencer par la question de la gestion de crise. Je regardais les chiffres un petit peu avant de commencer notre entretien pour être sûr que j'avais les bons chiffres. Alors, en fait, le Canada, quand on regarde le taux de mortalité pour le coronavirus, c'est autour de 70 morts pour 100 000 habitants. Pour mettre cela en contexte, en fait, c'est dans la très bonne moyenne des pays du G7. C'est inférieur à la plupart des pays du G7. Le plus haut taux de mortalité du monde, c'est le Pérou, 580 pour 100 000 habitants. Donc ça, c'est énorme. Ensuite, si on regarde, on a en gros le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie dans un mouchoir de poche autour de 200 morts par 100 000 habitants. Et le Canada, donc autour de 70, donc 3 fois moins que ces pays. Donc c'est quand même une très belle performance. Maintenant, je mets quand même quelques petits bémols. C'est extrêmement difficile de tirer un bilan de la pandémie dans un pays, dans n'importe quel pays, que ce soit le Canada ou un autre. D'une part, parce que tous les pays ont compté
d'une façon différente. En fait, l'une des meilleures façons de calculer l'impact de la pandémie, c'est la surmortalité, mais ce sont des données qui ne sont pas disponibles partout. Le deuxième bémol que je mettrai, c'est que la pandémie n'est pas terminée. Et tous les experts nous disent que la pandémie, en fait, va faire plus de morts cette année que l'an dernier. Donc, je dirais qu'on est pour l'instant à un stade très provisoire. Et enfin, tous les pays n'ont pas le même profil de risque. C'est-à-dire qu'un pays qui est plus jeune, notamment, ou qui est moins... donc un pays plus jeune, par exemple un pays africain où la population est majoritairement jeune, un pays qui peut facilement fermer ses frontières, par exemple une île, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou un pays où la population est très peu en surpoids, puisqu'on sait que c'est un gros facteur de risque pour le coronavirus, eh bien, ces pays, en fait, en fonction de ces facteurs sur lesquels ils n'ont pas vraiment prise, tous ces pays vont avoir une performance complètement différente. Donc voilà l'idée sur le Canada, sur la gestion de crise. Sur la vaccination du Canada, alors là, je sais que c'est un sujet très, très sensible. Le Canada est premier du monde pour la proportion de la population qui a reçu au moins une dose. Donc ça, c'est excellent, 65%. J'ai regardé les tout derniers chiffres. Donc ça a propulsé le Canada en tête, en fait, de tous les graphiques devant Israël pour la proportion de la population qui a reçu au moins une dose. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, quand on écoute les experts en santé publique, ce que les experts disent, c'est qu'on n'est pas vacciné quand on a reçu une dose de vaccin et qu'il faut en fait attendre d'avoir 2 doses et 2 semaines pour être réellement vacciné contre le coronavirus et atteindre les efficacités de 80-90% de la plupart des vaccins. Et dans ce cadre, le Canada, en fait, est le pays le plus lent du G7 avec le Japon pour ce qui est de la proportion de la population à avoir reçu 2 doses de vaccin. Je regardais en fait les dernières statistiques. 12% de la population canadienne a reçu 2 doses de vaccin, ce qui place le Canada à égalité avec la Russie et le Brésil, en gros, qui sont la Russie 11% et le Brésil autour de 10%. Donc, de ce point de vue, c'est un petit peu moins impressionnant. Et là, en fait, c'est toute la question du débat pour l'espacement des doses. 3 semaines normalement avec Pfizer, mais le Canada a fait le choix d'espacer les nombreuses semaines entre les doses. Alors, ça permet de donner une petite protection à plus de personnes plus vite, mais ces personnes ne sont pas totalement vaccinées. Donc, je dirais que c'est en demi-teinte. Premier dans le monde pour le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose, mais plutôt à la traîne pour la proportion de personnes qui ont été totalement vaccinées. Donc, un bilan plutôt contrasté. Et enfin, sur la question de la diplomatie vaccinale, alors, je dirais qu'en fait, le Canada, sur la diplomatie vaccinale, ne s'est pas beaucoup illustré sur la scène internationale. J'ai vu que le Canada a fait quelques promesses de dons de vaccins, quelques dizaines de millions de doses, je crois, durant le sommet du G7. Après, quand on est tout à fait honnête, en fait, promettre des doses de vaccins quand on n'a pas de capacité de production domestique, c'est quand même particulièrement difficile. C'est-à-dire envoyer des vaccins quand on n'en produit pas, c'est difficile. Et en fait, le Canada pâtit du fait que pour l'instant, cela devrait changer d'ici la fin de l'année, le Canada ne produit pas de doses de vaccins contre le coronavirus. Donc un bilan plus en demi-teinte sur la question de la diplomatie vaccinale. Maintenant, est-ce que le Canada pourrait faire mieux? C'est une question qui est extrêmement difficile, à laquelle il est difficile de répondre. Peut-être une question complémentaire à celle-là, parce que je crois qu'il y a un souci similaire un peu au Royaume-Uni actuellement, notamment avec la dimension du vaccin AstraZeneca. Je ne veux pas nécessairement qu'on rentre dans la science derrière les types de vaccins, mais évidemment, le fait d'avoir retardé des doses et de voir émerger des variants qui pourraient être plus virulents ou pourraient évidemment faire affecter des populations qui ne sont pas complètement protégées parce qu'ils n'ont reçu qu'une seule dose. Et en fait, j'essaie de formuler une question à travers tout ça. Qu'est-ce que la situation au Royaume-Uni nous donne comme leçon ici au Canada, avec un pays justement qui a pris du retard sur sa 2e dose, étant donné le fameux variant Delta qui semble actuellement et dans les jours actuels faire craindre beaucoup la population au Royaume-Uni? Alors, étant basé au Royaume-Uni, c'est également une question complexe. Cependant, le Royaume-Uni annonce aujourd'hui une pause dans la levée des restrictions en fait, liées au coronavirus. Les mesures de confinement devaient être levées le 21 juin, mais finalement, le gouvernement a annoncé aujourd'hui que tout cela allait être retardé de 4 semaines, justement à cause du variant Delta,
qui est le variant qui a été détecté pour la première fois en Inde. Maintenant, l'OMS classifie les variants non plus en leur donnant des noms de pays, mais avec des lettres grecques. Et c'est justement ce variant Delta qui pose problème aux autorités britanniques aujourd'hui, précisément à cause du choix qui a été fait d'espacer les doses de 12 semaines entre les vaccins au Royaume-Uni. Alors, d'un côté, cela permet de vacciner un certain nombre de personnes plus vite. Donc, pourquoi pas? Le problème, c'est que les dernières données de Public Health England montrent qu'après une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca, on n'est protégé qu'à 33% contre le variant indien. Et en fait, après la 10e semaine, pour ce qui est du vaccin Pfizer, on n'a quasiment plus beaucoup de protection entre la 10e et la 12e, le rappel. Et après les rappels, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer, là, on est environ à 80% de protection avec Pfizer, plutôt 60% avec AstraZeneca. Donc, il faut vraiment faire ces deuxièmes doses. Le problème du Royaume-Uni aujourd'hui, c'est que le pays avait fait le choix, et c'était un pari, et le pays aurait pu le gagner tout à fait, de vacciner le maximum de personnes le plus vite possible pour leur donner une protection partielle, pour lever les restrictions le plus vite possible. Malheureusement, on avait commencé d'ailleurs, vous et moi, notre discussion en parlant des variants. Malheureusement, le variant Delta est venu en fait mettre à mal cette stratégie. Et là, le Royaume-Uni se retrouve dans une situation où ils doivent vraiment, en tout cas, on l'espère que ce sera momentané, mais ils doivent faire une pause pour la levée des restrictions liées au coronavirus aujourd'hui. Donc, finalement, le pari du Royaume-Uni doit être... on va attendre un peu avant de voir si le pari d'espacer ces doses-là était un bon pari. Le Canada a fait relativement le même pari. On n'a pas eu, nous, pour le moment, en tout cas, ce développement du Delta, quoique tout est une question aussi de capacité de détecter. Et pour le moment, bon, on sait qu'il est présent, mais à tout le moins, dans les statistiques actuelles, on ne semble pas avoir à court terme le souci. Espérons, de part et d'autre de l'Atlantique, que ces paris-là auront été le bon, évidemment. Et ça m'amène à peut-être notre dernière question entre vous et moi, mais il y a le public qui a réagi quand même beaucoup, mais la question à 1 milliard de doses, la question de prospective un peu, et on en a quand même un peu parlé déjà dans la dernière heure, c'est de savoir quelles sont les prévisions selon ce que vous avez actuellement dans vos tableaux de bord, 12, 24 mois. Là, je ne parle pas du court terme parce que là, il y a une incertitude qui est un peu plus connue quand même. Mais si on essaie de se projeter dans l'avenir, vous avez mentionné, peut-être que les auditeurs n'ont pas capté, mais au risque de répéter. Donc, vous avez mentionné qu'il y a quand même des projections que la pandémie ne se termine jamais. J'ai entendu ces mots-là, il me semble, aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous entendre. Donc, quelles sont vos projections par rapport à ce qui s'en vient globalement? Qu'est-ce que vous avez actuellement dans vos tableaux de bord? Alors, je dirais que le grand débat, en fait, c'est celui du retour à la normalité. Mais quelle normalité? Et je suis tout à fait d'accord avec Madame la rectrice. Je crois qu'il n'y aura pas de retour à la normale, à la vie d'avant. Je sais qu'on avait discuté de cette anecdote, vous et moi, lors de notre travail préparatoire, mais j'avais donné une interview récemment à un journaliste qui me demandait, OK, bon, alors le retour à la normalité, c'est quand? Je lui répondais, mais c'est jamais. Bon, alors, il me posait la question 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je lui faisais 1 fois, 2 fois, 3 fois la même réponse, mais c'est jamais. Et en fait, je crois qu'il y a plusieurs angles à considérer sur cette question. D'abord, l'angle épidémiologique, ce que nous disent les experts aujourd'hui. Alors évidemment, sur les prévisions épidémiologiques, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, les experts font un travail tout à fait formidable pour essayer de modéliser l'avancée de l'épidémie. C'est que probablement le coronavirus est là pour durer, notamment en fait compte tenu de tout ce qu'on a discuté vous et moi aujourd'hui, que la vaccination, en fait la réalité c'est qu'on ne va pas vacciner tout le monde à travers le monde, cela n'arrivera pas, notamment dans les pays émergents, tout le monde ne recevra pas un vaccin contre le coronavirus, donc des variants vont continuer à émerger. Après il y aura en fait une grande fragmentation, puisque dans les pays riches, on sera protégé, peut-être qu'on aura même des traitements un jour contre le coronavirus, pour l'instant on n'en a pas, mais on peut toujours espérer. La population sera vaccinée, on aura peut-être des traitements, on recevra des rappels de vaccins tous les 12 mois, tous les 24 mois. Il continuera à y avoir des décès de populations extrêmement vulnérables, de personnes âgées par exemple, ou de personnes qui avaient des facteurs de risque, mais ce sera plus l'exception que la norme. Après, la question, c'est ce qui va se passer dans les pays émergents, et là, la situation est beaucoup moins positive en fait, et on peut s'interroger sur la question de la sortie de crise pour ces pays,
notamment si la vaccination n'a pas lieu. Et ça va avoir un impact, évidemment, également sur les perspectives économiques. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet, on pourrait faire toute une conférence là-dessus, mais ce qu'on voit en tout cas dans le modèle chez EIU, c'est que les pays qui vaccinent le plus vite ont la plus grande capacité de rebond économique, et les pays qui vaccinent lentement ont moins de capacité de rebond. Ils vont d'ailleurs rebondir beaucoup plus lentement s'ils rebondissent. Et en fait, cela va causer une hausse des inégalités à travers le monde et une grande fracturation entre les pays riches et les pays pauvres, puisque évidemment, entre pays riches vaccinés, il continuera d'y avoir des voyages. Est-ce que les pays riches autoriseront les voyages vers des pays plus pauvres, émergents, non vaccinés, où la pandémie continue à faire des ravages? C'est une véritable question. Donc, du point de vue épidémiologique, probablement une situation endémique, plus de fracturation entre pays riches et pays pauvres. Ensuite, on peut s'interroger sur la question du travail, du télétravail. Alors, mon avis personnel, c'est que le télétravail et en tout cas les façons de travailler hybrides sont là pour durer, notamment parce qu'on voit qu'une certaine partie de la population l'apprécie énormément. On voit tous les sondages qui plébiscitent ce mode de travail. Et enfin, je citais l'aspect économique. Il y a eu, les gouvernements en fait, ont mis en place des programmes d'aide à leurs entreprises, petites entreprises, grandes entreprises. Ils ont émis énormément de dettes. Donc, on va dans un environnement économique où les pays sont beaucoup plus endettés et où, en fait, cela va faire un changement de paradigme économique. Mais à nouveau, on va peut-être pas s'aventurer sur ce sujet, ce serait l'objet de toute une conférence. Donc, également un nouveau paysage économique et enfin, probablement un nouveau paysage psychologique. Alors, je n'ai aucune qualification dans ce domaine, mais on peut tout à fait imaginer qu'une partie de la population va demeurer réticente à l'idée, par exemple, de retourner dans un travail, dans un open space, où on serait en fait en contact à moins d'1 mètre avec des dizaines de personnes, ou alors prendre l'avion, ou alors aller au théâtre, au cinéma, etc. Donc, je dirais que l'impact social de la pandémie, on commence à peine à le voir, mais il va probablement être là pour durer et il va probablement être très, très profond. Et en fait, les termes qu'on avait utilisés, et en fait, c'est sûr aussi que nous, on essaie de faire un peu, je dirais, la promotion à l'Institut, à l'Observatoire, et que Magda, notre directrice, a exprimé un peu tout à l'heure, c'est ce fameux concept de la nouvelle normalité, hein, en termes prospectifs, qu'on essaie d'anticiper, qu'on essaie d'imaginer. Alors, je crois que les scénarios que vous nous partagez aujourd'hui, donc dans le meilleur comme dans le pire, maintiennent l'hypothèse d'une nouvelle normalité, à savoir qu'il y aura, et on avait d'ailleurs parlé lors de notre conversation, une stratification, hein, du succès de la réponse. Donc, vous avez même parlé donc évidemment de l'idée qu'il y aurait probablement, je m'excuse du terme anglais, mais des clusters de pays. Hein. Donc, les pays qui auront été capables de contrôler l'épidémie pourront rétablir une certaine coopération, des échanges, des voyages, du tourisme éventuellement, et que fort probablement une autre partie de la planète, vous avez parlé notamment des pays émergents, où la pression de ne pas faire partie des pays qui bénéficient du rebond économique mondial, évidemment, décide de ne pas attendre après une vaccination longue et douloureuse et évidemment mettre peut-être même en hypothèque littéralement la vie de la population, d'une certaine partie de leur population, parce qu'il y a une pression importante de certains lobbies économiques. Et on avait un peu exploré ces segments-là. Je me permets de les rappeler parce que je crois que dans la salle, et je vois certaines questions qui m'ont été partagées, qui soulevaient justement ces hypothèses d'inégalité dans la réponse. Alors la nouvelle normalité, il y aura peut-être une nouvelle normalité un peu plus normale vers des pays comme le Canada, comme le Royaume-Uni, comme certains pays riches qui auront réussi à mettre un certain contrôle à la pandémie, mais clairement, après, on verra comment ça va évoluer, une partie de la population mondiale qui, malheureusement, Madame de Marais, va être laissée un peu pour compte, va être je dirais, une source de, et je fais référence à une dernière question parce que je sais que le temps a passé, une source de l'échec du multilatéralisme en quelque part. Hein. Est-ce que, et je vous laisserai peut-être sur cette dernière question-là parce que le temps est passé tellement rapidement, est-ce que finalement, ça ne sera pas un peu un échec du multilatéralisme, en tout cas de la coopération internationale dans la lutte contre cette épidémie historique qui nous a frappés? Je crois que vous avez très bien résumé ma pensée. Je crois qu'en fait, la pandémie a montré l'échec du multilatéralisme pour gérer cette pandémie. En fait, si on regarde ce qui s'est passé, tous les pays ont pris des mesures à l'échelon national pour
combattre l'épidémie, parfois même à l'échelon régional. Donc, ça a vraiment été un échec du multilatéralisme. On a vu en fait au début de la pandémie que chaque pays en fait réellement se repliait sur lui-même, n'écoutait pas forcément toujours les recommandations de l'OMS. L'OMS qui essayait de compter, on a vu des pays qui essayaient de mettre en place d'autres stratégies, on a vu des pays qui n'ont pas voulu mettre en place de stratégie pour contenir la pandémie. Donc, ça a vraiment été un melting pot de réponses internationales et cela pose évidemment la question de la réponse à la prochaine pandémie. Est-ce qu'on saura apprendre les leçons de cette pandémie pour répondre à la prochaine ? Pour l'instant, quand on regarde le manque de coordination au niveau de l'OMS, quand on regarde les ratés de COVAX, quand on regarde les avancées de la diplomatie vaccinale de la Russie et de la Chine, puisqu'il faut être clair, quand on a un échec du multilatéralisme, ce que ça veut dire, c'est que les pays en voie de développement vont aller plutôt se tourner vers la Russie et la Chine, qui, elles, peuvent fournir des vaccins, plutôt que se tourner vers l'initiative COVAX, qui, à nouveau, n'a livré que 85 millions de vaccins, c'est-à-dire une fraction de ce que la Chine et la Russie ont livré aujourd'hui. Et donc, on s'oriente vers encore plus de fragmentation dans le monde. Et comme vous l'avez très bien dit, les pays riches entre eux qui auront réussi à contenir la pandémie, eh bien, il y aura des voyages, il y aura des échanges, il y aura du tourisme. Le reste de la planète va se retrouver dans une situation plus compliquée. Cela va accentuer les inégalités. Et donc, c'est vraiment une situation qui n'est pas tout à fait rose. Mais peut-être qu'on réussira à apprendre les leçons de cette pandémie pour mieux gérer la suivante. Écoutez, espérons encore une fois, même si l'espoir n'est pas un concept scientifiquement, en tout cas, difficilement démontrable, je crois que tout est là. Si nous avions fait cette entrevue il y a un an, comme vous l'avez dit très bien, on n'aurait jamais espéré avoir un vaccin ou autant de vaccins, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a des dizaines et d'autres arriveront. Et il faut souhaiter aussi que, étant du milieu universitaire et vous, en continuelle fonction de recherche, il faut aussi espérer que le génie humain, en quelque part, si ce n'est pas la politique internationale, espérons que le génie humain, espérons que la science sera capable, comme elle l'a démontré dans cette année difficile, mais que l'humanité est capable de trouver des solutions à ces problèmes historiques, à ce problème historique. Et espérons, Madame Desmarais, qu'on pourra vous accueillir coin Sainte-Catherine et Saint-Denis, donc les deux rues où se trouve une bonne partie en tout cas du pavillon de l'Université du Québec à Montréal. Espérons que vous pourrez venir nous rencontrer plus tôt que tard. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous accueillir. On l'avait prévu, hein, on allait être un peu plus long, mais je suis déjà surpris qu'on n'ait pas trop dépassé non plus parce qu'on en aurait pris évidemment encore. Il y a beaucoup de questions malheureusement qu'on n'a pas pu répondre, questions du public, mais je pense que ça donnait un portrait sur l'état des lieux actuel, en tout cas un très très bon portrait de ce qu'on voulait discuter aujourd'hui, encore une fois, comme l'a dit la rectrice, en français et de faire un état des lieux sur l'avancement des connaissances, tout en ayant quand même de manière prospective là, des hypothèses assez soutenues de ce qui peut s'en venir pour tout le monde. Alors, on va souhaiter le mieux, évidemment, dans tous les cas. Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre temps, votre disponibilité. Et j'invite aussi tous les gens dans la salle à visiter le site de vos sites Internet. Vous en avez plusieurs, évidemment, d'Economist, mais de IU en particulier, là, qui produit de manière très régulière, très fréquente, là, met à jour surtout les différents éléments qu'on a discutés aujourd'hui. Et je vous dis aussi, évidemment, je vous souhaite un bel été à tout le monde. Cette conférence, cet entretien de ce midi, c'est la conclusion de notre agenda de programmation 2020-2021 de l'Institut. L'année dernière, j'imagine c'est la même chose pour vous. On n'avait pas pris de vacances. On était resté en mode veille et en mode production, évidemment, étant donné la situation. Là, cet été, on a décidé qu'on prenait quelques semaines de vacances, tout le monde et toute l'équipe le mérite. Alors, je salue d'ailleurs toute l'équipe derrière l'organisation de cette dernière activité de l'année. Je ne veux pas les nommer inutilement. Vous savez, l'équipe de l'Institut, l'équipe de l'Observatoire, merci beaucoup d'avoir été là l'année durant et d'avoir organisé donc tous ces événements. J'espère que vous l'avez apprécié dans la salle. Je vous invite à être au rendez-vous fin août, début septembre avec la rentrée universitaire que nous souhaitons. Je ne sais pas comment ce sera à Londres, mais en tout cas à Montréal, que nous souhaitons en présentiel.
c'est tout le moins les annonces là, qui ont été faites tant par les acteurs politiques qu'universitaires. Alors, on aura du monde dans nos universités en septembre, ce qui est déjà en soi une très bonne nouvelle de voir la relève étudiante, à tout le moins en personne. Ça, c'est certain que c'est quelque chose de très positif qui s'en vient. Alors, encore une fois, Mme Desmarais, merci énormément d'avoir été avec nous. Et à la salle et au public, je vous souhaite un très bel été et on se revoit, espérons-le, en présentiel à une de nos activités en septembre prochain. Merci et au revoir.